Voilà, donc troisième partie avec notre invité exceptionnel ce mois-ci. Il s'agit de Xavier Antonios. Bonjour Xavier. Bonjour Thomas. Vous êtes président, Bonjour. Président du directoire d'Indo3 Venture, une société qu'on présente encore, même si elle est assez connue de ceux qui s'intéressent aux problématiques patrimoniales. Pardon Thomas. Effectivement, Indo3 Venture est une société de gestion qui permet à des investisseurs privés, des particuliers, d'investir dans les classes d'actifs alternatives, type investissement de PME, investir dans le non-coté, dans l'économie réelle ou dans l'immobilier. On a créé cette structure il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui on compte plus de 70 000 clients qui nous ont confié 1,2 milliard depuis ces 15 dernières années. Une vraie success story. On va voir avec vous un thème en particulier qui tient à cœur à nos amis aussi de bien prévoir. C'est cette poche que représentent les obligations d'entreprise qui sont, par les temps qui courent, une des rares sources de rendement encore qui reste. Vous nous expliquez un peu comment est-ce que vous avez abordé la question de l'obligataire d'entreprise? Effectivement, on a commencé ce métier à 15 ans en finançant en fonds propres les entreprises plutôt technologiques. Donc c'est des actions classiques. Les startups, les actions. Il y a 15 ans, on disait, nous les investisseurs, le private equity, le capital investissement, on se situe à l'opposé des banques. Les banques sont là pour prêter de l'argent aux riches, aux entreprises qui ont les moyens de rembourser et qui ont en face des cautions et des garanties. Alors que nous, il y a 15 ans, on était à l'opposé de la chaîne du financement. On finançait les entreprises qui n'avaient pas les moyens d'emprunter auprès des banques, qui n'avaient pas de caution, pas de garantie. C'est ce qu'on appelle le capital risque. Le capital risque, c'est jeunes startups. On a fait ce métier-là de 2000 à 2008-2009. En 2009, avec la crise financière, les banques ont arrêté de financer même les entreprises les plus matures. En tout cas, elles les ont financées un peu moins qu'avant. Et ces entreprises matures, rentables, qui présentaient des garanties, une visibilité sur leurs revenus, ont eu des nouveaux besoins de financement, puisque, prenons un exemple, quelqu'un qui voulait racheter un hôtel, une maison de retraite, une entreprise mature qui pouvait, avant 2008, emprunter jusqu'à 70-80% des besoins de financement auprès du banquier, à partir de 2008-2009, n'a plus qu'emprunter que 50%. Donc soit il mettait plus de fonds propres dans l'opération, soit il se tournait vers un nouvel investisseur. Et il n'y avait pas plus de fonds propres sur le marché non plus, parce que les choses étant ce qu'elles sont, c'était aussi un marché très tendu. Et autant les startups trouvent parfois des fonds à risque, autant un hôtelier, ça attire moins les fonds d'investissement. Enfin, en tout cas, les fonds de capital risque. Alors, ça attirait moins les fonds de capital risque. Vous avez raison, il y a 15 ans, puisqu'il y a 15 ans, on cherchait tous à faire des rendements de l'ordre de 20-30%, puisque les marchés financiers et autres classes d'actifs nous offraient des rendements de 10-15%. Mais les rendements ont sur toutes les classes d'actifs fortement baissé. Et aujourd'hui, nos clients sont intéressés par des actifs qui sont moins rentables que le capital risque, mais avec 10-12% de rentabilité et un risque maîtrisé, on y reviendra, on est bien au-dessus des différentes classes d'actifs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a changé peut-être de cible. On passe des startups, par exemple, à des placements qui sont moins risqués comme l'hôtellerie. On a changé de vecteur aussi. On était dans les actions, dans l'equity, on est passé à l'obligation. Tout à fait, puisque autant il n'y a aucun intérêt à financer en obligataire une start-up, puisque c'est tout ou rien de toute façon. C'est tout ou rien, et vaut mieux aller chercher le tout, bien évidemment. Quand on va financer, un groupe d'hôtels, un groupe d'EHPAD, un groupe de camping, un groupe d'écoles privées comme on le fait depuis quelques années, effectivement, ces groupes-là n'ont pas forcément envie d'avoir un co-actionnaire à leur côté. Ils mènent très bien leur barque, puisque leurs entreprises sont successful, ils marchent très bien, ils sont rentables depuis un certain nombre d'années, qu'ils ont besoin de ces fonds propres. Donc le mécanisme obligataire leur va bien, encore une fois, parce qu'il permet d'avoir une ressource financière sans avoir à accueillir un nouvel actionnaire au capital. Parallèlement, les investisseurs, nos clients privés, sont friands de ce mécanisme parce que le mécanisme obligataire offre une meilleure visibilité et un rendement régulier. Bon, on a l'impression, Jonathan, que c'est le meilleur des deux mondes. À la fois le rendement, la sécurité, le développement en fonds propres. Évidemment, nous, ça fait très longtemps chez Bien Prévoir que
nous avons compris que les clients recherchent plutôt des placements de type obligataire par rapport aux placements de type action. On a cette visibilité sur le rendement avec un risque maîtrisé, sur la date d'échéance également, ça c'est très important. En action, ça peut être très rentable, mais on ne sait pas à quelle échéance. On en parle régulièrement sur le CAC 40 par exemple. Là, on a un horizon de sortie. Et ça, c'est très important pour les clients. Par contre, il faut peut-être mentionner un élément aussi, à contrario, c'est que ce n'est pas des éléments qui sont très liquides. Tout ce qui est obligation non cotée, a priori, il faut être capable, et ça c'est le rôle du distributeur, de s'assurer que le client est capable de conserver l'obligation jusqu'à son terme. C'est le fameux buy and hold, c'est-à-dire qu'on achète et on doit tenir jusqu'à l'issue, qui est de quel ordre? Alors nous, quand on investit dans un projet, le contrat obligatoire, puisqu'il s'agit d'un contrat, on parlait de liquidité, effectivement elle est organisée. C'est un contrat de mariage quand on rentre, mais on a déjà prévu le divorce au terme des 5 ans et demi contractuel qui fait que le chef d'entreprise doit nous rembourser ses obligations. Et pendant ce temps, effectivement, il n'y a pas de liquidité. Donc c'est vraiment, on achète une entreprise, un taux de rendement qu'on va porter jusqu'à échéance 5 ans, 5 ans et demi. Par rapport à ça, justement, c'est un horizon qui nous paraît tout à fait adapté à ce que recherchent nos clients. C'est pas trop long, c'est pas trop court, en fait. Ça me paraît assez juste par rapport à la plupart des demandes des clients. Voilà, on a compris que le vecteur était plus maintenant obligataire que action. Sur les secteurs que vous avez mentionnés, on sent qu'il y a une typologie très forte, donc hôtellerie, camping, EHPAD. Pourquoi se cantonner à ça? On ne peut pas financer une start-up dans l'aéronautique avec de l'obligataire? Alors, on peut toujours en obligataire financer n'importe quel type de projet. Ensuite, voilà, pourquoi vous ne les retenez pas en fait? Pourquoi on ne les retient pas? Parce qu'il faut aussi qu'il y ait une demande de la part de nos investisseurs. Or, nos investisseurs personnes privées, souscripteurs personnes privées, depuis 2008-2009, présentent une forte aversion au risque. Et ce qu'ils veulent, c'est un risque modéré, une volatilité modérée, comme sur tout type d'autres placements. Donc, on va aller sur les thématiques qui montent le plus, qui les rassurent, avec qui de l'immobilier derrière, les plus par exemple. résilientes avec de l'immobilier. C'est pour ça qu'on est effectivement dans les campings avec le foncier, dans les hôtels avec les murs, dans les EHPAD, maisons de retraite avec les murs également, ou même dans les écoles privées, on détient l'immobilier. Vous avez cité en début d'émission, enfin en début d'interview, des rendements qui semblent vertigineux par rapport à ce que sont les taux classiques. Par rapport au livret A, par exemple. Par rapport au livret A, on est à combien? Près de 10%? Un peu plus même, effectivement. Aujourd'hui, une obligation convertible non cotée, encore une fois, alors ce n'est pas le même risque, on est sur des entreprises un peu plus jeunes, un risque un peu plus fort que les entreprises cotées. On n'est pas sur des produits garantis comme le livret A. Attention, il y a toujours un risque que l'hôtel dépose le bilan, l'EHPAD dépose le bilan. Même si effectivement c'est un marché en croissance. Voilà, c'est un marché en croissance et il y a toujours des fondamentaux importants et l'immobilier. Néanmoins, effectivement, aujourd'hui, on traite encore, on a un rendement de 10 à 12% sur ce type de. Et comment vous gérez ce risque justement pour vos clients? Comment est-ce que vous essayez de le diminuer au maximum? Comment on diminue le risque? Comme n'importe quel gérant de private equity ou de capital investissement, hein, au même titre qu'il y a une dizaine d'années, on s'attachait à bien analyser le business plan, la technologie de l'investisseur, de la start-up. Aujourd'hui, quand on investit dans un hôtel, un EHPAD, on va faire des analyses de marché, vérifier que la ville dans laquelle on est installé est suffisamment attractive, on va vérifier la concurrence, on va vérifier le positionnement de prix. Tout ça va faire partie des éléments d'analyse pour ne pas se tromper sur l'hôtel, l'EHPAD ou le camping. Deux nuages à l'horizon, la hausse des taux, est-ce que ça risque d'avoir un impact sur ces rendements qui sont les vôtres? Non, enfin, on est vraiment dans une logique buy and hold. Encore une fois, on constitue un portefeuille, on parlera tout à l'heure de produits, mais en ce moment, on constitue des portefeuilles avec un rendement déterminé qui va, je vous le dis aussi, entre 10 et 12%, qu'on va porter jusqu'à maturité. Donc voilà, on connaît le rendement cible du produit à échéance 5 ans et demi. Le deuxième nuage, on parlait en première partie d'émission avec Jonathan des attentats qui affectaient en particulier le secteur du tourisme, beaucoup d'hôtels dans votre portefeuille. Est-ce que vous le ressentez? Alors, on le ressent assez faiblement. Encore une fois, il y a une vraie. On suit nos participations au jour le jour. Donc, effectivement, il y a eu des annulations importantes dans les réservations des chambres d'hôtel à Paris. On est concerné puisqu'on a financé le rachat et la montée en gamme d'hôtels parisiens. Néanmoins, heureusement, nos fonds sont extrêmement diversifiés. On l'a évoqué, nous ne faisons pas que de l'hôtellerie. Nous ne faisons pas que de l'hôtellerie parisienne. Et l'hôtellerie parisienne dans un portefeuille type va représenter 4 à 5% maximum du portefeuille. Jonathan.
Alors, en termes de risque, vous l'avez évoqué, c'est important de bien comprendre que pour nos clients, investir dans des fonds comme ça, c'est intéressant parce qu'on a le rendement de l'obligataire, mais en même temps, on a une sécurité parce que c'est des fonds diversifiés. On n'investit pas dans une seule ligne. On peut se tromper sur une ligne, mais lorsqu'on est dans un portefeuille qui présente 12, 15, 20 lignes, on a plus de chances de réussir sur l'ensemble et d'avoir un rendement au final plus intéressant. Et le deuxième élément en termes de risque, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un métier, que c'est des professionnels qui pratiquent ça. Xavier l'a bien expliqué sur la partie analyse en amont et la partie gestion en cours de vie des produits. C'est pas quelque chose que tout un chacun peut faire tout seul. En fait, il faut bien choisir les partenaires et ça, c'est notre boulot, nous distributeurs, de choisir les bons interlocuteurs. Ça peut pas se faire en crowdfunding, si on prolonge votre question? Et ben justement, en crowdfunding, c'est pas du tout la même chose. En fait, on a une plateforme qui va vous présenter en fait un dossier, qui fera éventuellement une analyse. Une obligation d'un hôtel. Éventuellement, qui fera une analyse pertinente à l'entrée, mais il va se passer des choses. Il y aura des attentats, il va falloir prendre des décisions de gestion. Vous allez certainement participer au board. Lorsque vous le faites au travers du crowdfunding, c'est pas possible en fait. Une question, on le rappelait aussi, c'est une période propice aux arbitrages fiscaux. C'est l'occasion de s'arrêter un peu sur le mode d'emploi de deux de vos produits, deux enveloppes, le FIP et le FCPR, pour rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Alors effectivement, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. Notre classe d'actifs finançait des entreprises non cotées. Au-delà des avantages intrinsèques, on l'a évoqué, la performance, la diversification par rapport aux autres classes d'actifs et une moindre volatilité, notamment par rapport au marché financier. Vous en parliez en première partie, le non coté beaucoup moins volatile que les autres classes d'actifs, bénéficie sur certains produits d'une cerise sur le gâteau, qui est d'une carotte fiscale. Alors, si on prend le FIP, par exemple. Alors, si on prend le FIP, on a aujourd'hui un FIP qui s'appelle 1, 2, 3 France Opportunité, qui investit sur les thématiques que l'on a évoquées, ces thématiques défensives qui offrent de la visibilité. Ce FIP est investi à travers un mécanisme obligataire, comme on l'a évoqué, et en plus offre aux souscripteurs soit 18% de réduction d'impôt sur le revenu à l'entrée. Donc avant le 31-12. Avant le 31-12, effectivement, sur les revenus 2015 qui seront payés en 2016, jusqu'à 4 360 € de réduction maximum, soit une réduction ISF à hauteur de 50% du versement opéré, dans la limite d'une réduction maximum d'ISF de 18 000 €. Donc on peut investir jusqu'à 36 000 € dans de l'hôtellerie, des EHPAD, des crèches et des écoles en France, via une obligation qui va offrir du 10-12% et en ayant 50% de réduction d'ISF. Et l'ISF, ça court jusqu'au mois de juin. Jusqu'au 15 juin, tout à fait. On a un peu plus de temps. Tout à fait. Pour le FCPR, en revanche. Alors, parallèlement à ça, il y a les fonds fiscaux, effectivement, et on a toute une frange de la population de clients privés qui sont à la recherche de rendement et qui cherchent un rendement risque intéressant et qui vont pouvoir, au-delà de l'avantage fiscal, s'exposer sur la classe d'actifs du non-coté en nous confiant, nous, gérants spécialisés depuis une quinzaine d'années, leur portefeuille, qui va être investi dans un portefeuille 100% obligataire. Donc là, c'est un schéma de type FCPR, donc c'est le grand frère du FIP. Il n'y a pas de réduction d'impôt à l'entrée. Néanmoins, il y a une exonération des revenus et des plus-values à la sortie. Une question de Rosa, parce que c'était une émission interactive, qui nous a posé une question dans l'après-midi. Est-ce une bonne idée de subventionner les investissements dans le private equity? Est-ce que ça ne risque pas de faire une distorsion de marché comme on peut le voir dans l'immobilier? Alors je pense que comme l'immobilier, le private equity, le capital investissement mérite d'être financé. Encore une fois, il faut flécher, et je crois qu'aujourd'hui tous les gouvernements de droite ou de gauche sont d'accord sur ce sujet-là. Il faut drainer de l'épargne des particuliers qui naturellement, effectivement, les Français, on n'est pas les plus tech risqueurs. On ne prend pas beaucoup de risques. On ne prend pas beaucoup de risques et il faut un peu flécher l'épargne des particuliers vers... On n'irait pas naturellement, on resterait dans le livret A sinon. Exactement. Néanmoins, ce que l'on constate, et comme quoi c'est une bonne initiative depuis une quinzaine d'années, c'est que avec cette carotte fiscale, on a démocratisé cette classe d'actifs et aujourd'hui, si on voit que Bien Prévoir a référencé le FCPR, qui est un produit un peu plus sophistiqué, un peu plus haut de gamme, c'est parce que et pourquoi les clients souscrivent à ce type de produit? Parce que depuis 15 ans, ils ont, à travers l'avantage fiscal, découvert cette classe d'actifs qui aujourd'hui ils apprécient et aujourd'hui ils souhaitent en faire au-delà des avantages fiscaux. Alors, Jonathan, en mot de conclusion, est-ce que justement vous êtes acheteur, vous le référencez,
quels sont les conseils que vous donnez à vos clients? Dans quelle proportion on peut aller vers ce type de produit? D'abord, on considère qu'il faut regarder ces produits-là, non pas par le prisme de la fiscalité. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Si on propose, nous, chez bienprévoir.fr, des produits d'un, deux, trois, on a parlé du FCPR, on a parlé du FIP, c'est parce qu'on considère que, avant même l'avantage fiscal, c'est des produits qui sont intéressants. Dans le contexte de taux bas, on l'a dit, aller sur cette poche obligataire non cotée, c'est intéressant. Et le faire au travers des fonds diversifiés, gérés par un acteur sérieux qui est 1, 2, 3, on pense que c'est une solution intéressante. Par ailleurs, on a en plus une réduction d'impôt à l'entrée sur le FIP et on a des plus-values qui sont non imposables. Ça, c'est intéressant. Dans quelle proportion d'un portefeuille équilibré, d'un bon père de famille, même si le terme n'est plus politiquement correct? Dans un portefeuille équilibré, on considère qu'on peut mettre 5-10% de son patrimoine sur des produits de ce type-là. Voilà, bon, c'est très clair. Merci Jonathan, merci Xavier de nous avoir rendu visite pour nous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionnait. Il vous reste quelques jours, ça vous intéresse, pour bénéficier de cet avantage fiscal. Mais on rappelle que ça n'est pas la motivation principale. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et respecter avant tout une stratégie patrimoniale fondamentale avant de s'intéresser aux avantages. Merci messieurs, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.